déception. Alors, rentrons dans le vif du sujet, animation sur HTML5. Le but ici, ça va être un peu rapide, mais vous inquiétez pas, les slides sont online, je vous donnerai l'URL. Le but principal, c'est que je fasse avec vous le tour de toutes les technologies d'animation qui sont dispo sur HTML5. Comme ça, à la fin de la session, vous savez qu'il n'y a rien d'autre à rechercher. Vous faites votre marché parmi les 4 options que je vous propose, il n'y en a pas d'autres. Donc, commençons tout de suite avec CSS3. Alors, CSS3, c'est très simple. Vous avez maintenant une propriété qui s'appelle transition et qui fait une chose extrêmement simple également. Lorsqu'une CSS change et que vous avez spécifié transition, eh bien, le navigateur va calculer toutes les étapes intermédiaires. Donc, dans cette slide, qu'est-ce que j'ai dedans pour que vous compreniez? J'ai un tout petit bout de JavaScript qui s'exécute sur mon onClick. Et ce petit bout de JavaScript, mon image, il la passe de class égale begin à class égale end. Voilà, il change juste le nom de la classe qui est associée à cette image. La classe begin, elle est explicitée ici. Elle place une image à une certaine position avec un certain angle de rotation qui se trouve être 0. La classe end, c'est celle-ci. L'image à l'autre bout de la page avec une rotation de 360 degrés. Et simplement le fait que je précise WebKit Transition 1 seconde, le navigateur va calculer l'animation à 60 frames par seconde sur 1 seconde avec toutes les étapes intermédiaires. Alors on peut faire des choses rigolotes avec ça, voilà, on a différentes propriétés qui peuvent être animées et faire des choses sympathiques. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais si j'ai envie, non pas de réagir à un événement, mais de faire tourner une animation en continu? Là, j'ai une autre propriété qui, elle, s'appelle Animation, et dont le premier paramètre, alors la syntaxe est un tout petit peu plus compliquée. Le premier paramètre de animation, c'est un nom, c'est le nom d'une animation. Et alors après, il y a une syntaxe un peu absconse qui s'appelle @keyframe, le nom que j'ai défini. Et par contre, à l'intérieur de ce bloc, c'est très très logique, je définis des blocs de CSS. Au début de mon animation, c'est ce bloc de CSS qui s'applique. À 10%, c'est celui-là. À 20%, c'est celui-là. À 80% de l'animation, c'est celui-là. À la fin, c'est celui-là. Et sur le temps que j'ai mis, ici 3 secondes, le navigateur calcule toutes les étapes intermédiaires et moi, je peux préciser autant d'étapes intermédiaires que je veux. Donc ici, j'ai appliqué, donc il y a left, je déplace mon image, et j'ai appliqué 2 transformations, scale et rotate. Je vais reparler plus en détail des transformations, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, 2 propriétés fondamentales, transition et animation. Alors, à quoi ça s'applique? La bonne nouvelle, c'est que ça s'applique à beaucoup de choses. Vous pouvez par exemple animer l'épaisseur d'une bordure. Alors peut-être que les gens créatifs arriveront à faire quelque chose avec ça. Mais les propriétés les plus intéressantes à animer, c'est d'une part l'opacité, ça fait des effets vraiment sympathiques quand quelque chose apparaît en fade-in, fade-out, et puis les transformations géométriques. Donc CSS a également des propriétés de transformation géométrique. Il en a une qui s'appelle transform et qui accepte plusieurs transformations, la rotation, le zoom et skew. Ce qu'on appelle skew, c'est les 2 angles. En fait, c'est une déformation du repère. Donc la 20 degrés, ça veut dire que l'axe des X, je le tourne de 20 degrés, l'axe des Y aussi, je le tourne de 20 degrés. Bon, ce qui fait des déformations puisqu'on n'est plus dans un repère orthonormé après ça. Voilà, en résumé, transition, animation. Alors vous pouvez préciser quoi comme paramètre? Évidemment le temps, la durée totale. Vous avez un délai au départ. Bon, ça peut être utile. Vous avez quelque chose qui s'appelle timing function. J'en ai pas parlé parce que ça permet de définir le profil de vitesse. Et je vous en ai pas parlé parce que, en fait, en CSS3, le profil de vitesse par défaut, il est plutôt joli. C'est-à-dire que, notamment ici, voilà, le profil de vitesse. Alors, pardon, ici j'ai mis is in out comme profil de vitesse, mais qui ressemble beaucoup au profil de vitesse par défaut. Et il est plutôt joli, c'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire, c'est une animation qui au début accélère un petit peu, à la fin ralentit un petit peu, ça fait une animation qui est assez naturelle. Et donc en général on n'a pas à y toucher, mais si on veut, ça existe. Et puis sur la propriété animation, vous avez quelques possibilités en plus
qui est notamment de spécifier la direction. Est-ce que vous allez du 0 vers le 100 ou du 100 vers le 0? Ou bien vous faites des allers-retours. Ce qu'ils appellent fill mode, ça spécifie qu'est-ce qui se passe à la fin de l'animation. Est-ce que vous restez sur la CSS 0%, sur la CSS 100% ou sur la CSS comme s'il n'y avait pas d'animation? Vous pouvez spécifier tout ça. Voilà. Par contre, il y a des gens qui ont eu une idée bizarre, biscordue, étrange. Ils se sont dit on va faire de la 3D en CSS. Alors rendez-vous compte, CSS, c'est fait pour faire du bold, du italique, et maintenant, des gens veulent y faire de la 3D. Alors à quoi ça sert? Par exemple à ça. Ça sert à regarder ce qu'il y a derrière les slides. Alors quand on est geek, normalement, voilà, on trouve que ça c'est vachement bien. Mais en fait, ah oui, alors bien sûr, le cube que je vous montre là, il est fait entièrement en CSS. Là, il n'y a pas une seule ligne de JavaScript à part le onClick qui permet d'appliquer la CSS de la slide retournée. Mais en fait, ça a été fait très proprement et moi je trouve qu'il y a un ratio qui est extrêmement intéressant entre la simplicité d'écriture et les effets visuels qu'on peut obtenir. Et donc, je dis bravo. Les gens qui ont pensé CSS 3D, je dis bravo, ils l'ont bien fait. À deux petites pétouilles près que je vais expliciter tout de suite. Alors, donc déjà, comment on s'y prend à la base? Les transformations qu'on a vues, ces transformations, elles ont maintenant des versions 3D, donc qui sont post-fixées avec X, Y, Z. Typiquement la translation, par exemple, j'ai maintenant translate Z. Pour la rotation, j'ai un rotate Y. Et ce que j'ai fait avec ces deux images-là, c'est qu'au début, je les avais exactement au même endroit. Il y en a une, je l'ai translatée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et puis l'ensemble, je lui applique une rotation autour de l'axe des Y. J'obtiens ceci. Alors, je suis censé obtenir ceci. Alors, les gens qui ont fait les implémentations et surtout la spec, il faut bien qu'ils gardent un peu nos boulots, qu'on ait quelque chose à faire, ça ne peut pas être trop simple. Donc ils ont mis quelques embûches pour qu'on trouve la vie intéressante quand même. Alors, première chose, si je fais vraiment le code que j'avais sur la page précédente, voilà, je vais obtenir ça. Qu'est-ce qui manque là? Vous le voyez, c'est de la 3D sans perspective, c'est-à-dire ce qui est loin, ce qui est près, c'est la même taille. Donc la perspective, malheureusement, il faut la rajouter à la main, par défaut il n'y a pas de perspective. Il y a une propriété qui s'appelle perspective et on lui donne une distance. Petit aparté géométrique, qu'est-ce que c'est que cette distance? On appelle ça, c'est la distance imaginée entre l'œil et l'écran, on appelle ça la distance focale aussi en optique. Là, juste un petit rappel pour montrer comment c'est quoi le calcul de base de la 3D, c'est-à-dire comment on fait pour projeter un point qui est en 3D sur un écran. On tire le trait virtuel entre l'œil et le point, l'arête du cube ici, et là où il intersecte l'écran, c'est là où on a envie de mettre le pixel à l'écran pour que ça ressemble à de la 3D. Donc ça se résout, on connaît les coordonnées x, y, z de notre cube, on connaît, puisqu'on l'a fourni, la distance, la flèche rouge qui s'appelle f, qui est la distance donc, perspective ou focale. Et donc, il faut calculer y', la coordonnée de notre pixel. Ça se résout avec le théorème 2. C'est magnifique. Il y a vraiment des différences culturelles entre les pays. En France, je dis théorème 2, toute la salle dit Thalès, et les gens me prennent pour un fou. Pourquoi ils posent la question? C'est évident. J'ai fait cette présentation dans d'autres pays. Thalès n'est pas sorti. Ça ne venait pas. Il doit apprendre d'autres choses à l'école. Alors, et deuxième petite embûche, donc on a mis la perspective, deuxième petite embûche, on a fait notre cube, on a placé les faces, on a mis un div autour, ce div, on lui applique une rotation, on se dit ça y est, notre cube va tourner en 3D, ça va être génial, en avant. Alors ouais, le cube, le navigateur fait exactement ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire qu'on lui a dit de dessiner un cube en 3D dans un div, et on lui a dit, ce div-là, tu le fais tourner. Il prend ce div, il considère que c'est un tableau accroché au mur, il prend le tableau par le cadre, et hop, il fait tourner. Bon, malheureusement, c'est le comportement par défaut. Et heureusement, il y a une propriété qui s'appelle Transform Style, qu'il faut mettre sur le div externe pour dire les transformations 3D que tu fais à l'intérieur de moi, c'est quand même les miennes, il faut les composer. Voilà, une fois qu'on a fait ça, enfin, on a notre cube. Et
Donc c'est une propriété qui est totalement essentielle. Je veux dire, sans ça, les CSS 3D, ça ne sert à rien. Et pour revenir à votre question IE10, ils ont implémenté tout CSS 3D, sauf cette propriété-là. Alors, sur leur site, ils disent qu'il y a des workarounds. C'est-à-dire que vous composez les propriétés vous-même à la main. C'est-à-dire en JavaScript. C'est-à-dire vous faites votre propre moteur 3D, en fait. Alors, pour bien s'y prendre, juste, moi, il y a 10 lignes de code, je vais vous les montrer sur l'écran suivant, mais j'ai quand même mis 2 heures à les écrire parce que je m'y prenais très mal. Alors, je partage avec vous mon expérience pour bien s'y prendre. Donc, je fais un div que j'appelle la scène. Là-dessus, je fixe ma perspective. Voilà. À l'intérieur, je mets un autre div que j'appelle mon objet. C'est sur cet objet-là que je vais appliquer les rotations pour que mon cube y tourne. Et lui, je lui mets son transform style preserve 3D parce qu'à l'intérieur, je vais placer des faces en 3D et donc j'ai pas envie qu'il me les aplatisse. Et à l'intérieur de ça, je mets des images que je place avec les transformations 3D. Donc pour un cube, c'est une vers l'arrière, une vers l'avant, une par là, et je les tourne, et une vers le haut, une vers le bas, et je les tourne. Voilà, donc ça fait avec des translations rotation, j'arrive à mon cube, et ensuite je lance l'animation qui fait tourner le cube avec un animate. Donc voilà, le code complet du cube en 3D. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et vous voyez, je triche, je suis un bon baratineur parce que ce n'est pas le code complet du cube en 3D. Est-ce que quelqu'un voit ce que j'ai... Là où j'ai triché, j'ai enlevé un petit truc parce que ça ne tenait pas sur la slide sinon. Comment? Alors si, j'ai mis les préfixes. Hein. WebKit, je les ai tous mis. On pourra reparler des préfixes navigateurs. L'animation, voilà, exactement. Sur l'objet, vous voyez un WebKit transform qui fixe la position du cube à 0 degré, 0 degré, 0 degré. Cette ligne-là, si vous voulez qu'il tourne, ben, il faut la remplacer par un WebKit Animation. Et dans l'animation, définir une phase 0 qui est 0 degré, 0 degré, 0 degré, et une phase 100% qui est par exemple un tour dans ce sens-là, 2 tours dans ce sens-là, et 3 tours selon le troisième axe. Et ça vous fait, ben voilà, à peu près ceci. Et avec un petit bonus que j'ai rajouté, que vous voyez ici, c'est que comment ces phases sont placées, vous les aviez là, avec des translations qui les placent à 150 pixels du centre, eh bien, en fait, si je veux faire que lorsque je passe ma souris sur le cube, il s'ouvre, ben, je peux faire un petit truc de CSS très simple. Je prends les 6 CSS qui s'appliquent aux faces, je les duplique, je préfixe le sélecteur CSS avec un hover, et comme simplement sur mes faces, j'ai précisé la propriété de transition, lorsque je passe la souris, c'est la CSS Hover qui s'applique, et dans la CSS Hover, au lieu de dire que je mets mes faces à 150 pixels du centre, je les mets à 250. Et ce que je veux montrer en vous montrant ça, c'est que les transitions CSS et les animations CSS, de même que les transformations en 2D et en 3D, sont totalement compatibles les unes avec les autres. Là, j'ai une animation qui est en train de m'appliquer des transformations à un cube. J'arrive à n'importe quel moment avec mon on-click qui change une partie des CSS. Cet on-click, ce changement, il est aussi progressif parce que j'ai précisé sur mes faces que je voulais des transitions. Eh bien, l'animation ne s'interrompt pas, c'est absolument compatible. Voilà, donc là on a parlé CSS3. On va rester dans le monde déclaratif. Et d'ailleurs, je pense que autant que possible, on a envie de rester dans le monde déclaratif, d'écrire le moins de code, le moins de logique possible. Par contre, pourquoi est-ce qu'on va quitter le monde CSS? Parce que même si les possibilités de transformation et d'animation en CSS sont puissantes, les possibilités de dessin sont même pas mauvaises, elles ne sont inexistantes. En CSS, on peut animer du HTML. Le HTML, c'est faire du texte et des boîtes, plus mettre des images. Et pour rajouter du dessin vectoriel, c'est-à-dire faire des cercles, des courbes de Bézier, etc., dans du HTML, eh bien, ça s'appelle SVG. Et par contre, ce qu'on sait moins, c'est que SVG a ses propres fonctionnalités d'animation qui lui sont spécifiques, qui permettent, par exemple,
de prendre le petit bonhomme qu'on avait tout à l'heure et de l'envoyer surfer sur les nuages. Ça, c'est une animation faite entièrement en SVG. Donc SVG, non seulement il y a l'intérêt, d'ailleurs les petits boutons, là ils sont faits en SVG aussi, avec leur animation qui saute avec la petite ombre derrière, tout ça c'est fait entièrement en SVG. Donc SVG a non seulement la propriété fondamentale d'être vectoriel, c'est-à-dire de faire des graphismes qui s'affichent bien à n'importe quelle résolution, mais également ses propres fonctionnalités d'animation qui sont adaptées au vectoriel. Alors, rentrons un tout petit peu dans les détails. Bon, évidemment, en SVG, on a les primitives, comment faire une ligne, un rectangle, un cercle, etc. Pour faire du SVG, on crée un tag SVG, à l'intérieur, on met des primitives. Donc, rectangle avec telle coordonnée, telle épaisseur de trait, telle couleur de trait, telle opacité, etc. Il y en a une sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la primitive pass, parce qu'en fait, elle permet de remplacer toutes les autres. Pass, elle a un seul attribut qui s'appelle D, et en fait dans lequel on décrit un chemin vectoriel avec un langage totalement abscon qui est explicité ici et que je vous demande d'oublier immédiatement et d'utiliser un éditeur type Inkscape ou autre pour générer ce genre de soupe de caractères et de coordonnées. Mais bon, pour comprendre un peu comment ça marche, chaque lettre représente, alors le M c'est poser le stylo, le L c'est tirer une ligne, le C et le Q c'est pour dessiner une courbe de Bézier soit cubique soit quadratique. Alors petit rappel, cubique c'est celles qui sont basées sur deux points de début et fin et deux tangentes qui convergent en un point. Les quadratiques, les cubiques, c'est celles où les deux tangentes sont complètement indépendantes. Alors, bien entendu, SVG a également des transformations géométriques. Donc là, la syntaxe est un attribut qui s'appelle transform et que l'on pose sur une primitive, par exemple le rectangle, et dedans, on aligne des fonctions de transformation. Alors on les aligne avec des espaces, ce n'est pas des virgules ni des points-virgules, voilà. Moi, je vous fais l'erreur à chaque fois, c'est des espaces. Il y a la translation, rotation, etc. Alors oui, je précise, même par rapport aux autres slides où il y avait les transformations, bien entendu, la transformation, quand on l'applique, elle fait une transformation, donc c'est statique. Moi, je les ai mis dans une boucle d'animation pour que les slides soient plus jolis et pour que ce soit plus compréhensible. Alors, maintenant, voilà, comment est-ce qu'on anime? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, la plus simple, c'est le tag animate. Et avec animate, vous dites à SVG, il y a un attribut de ma primitive géométrique que j'aimerais animer sur une certaine durée. Typiquement ici, le rayon du cercle. Donc j'ai un cercle, j'ai posé dessus ma propriété animate, la durée c'est 3 secondes, et je lui dis, voilà, l'attribut name, l'attribut que j'anime c'est R, sur une série de valeurs qui sont là dans la liste avec des points-virgules. Donc je passe de 80 pixels à 150, puis je retourne à 80. Alors, ça, les gens qui font des specs, ils se parlent pas entre eux, ils s'aiment pas. Les gens qui font CSS3, SVG. Donc en CSS3, pour faire tourner une animation en continu, le mot-clé c'est infinite. En SVG, c'est indefinite. Bon. Un jour, ça sera nettoyé. Alors, ce qui est puissant dans celle-ci, c'est que l'attribut qu'on anime, ça peut être le fameux D du chemin que vous avez ici. Donc en fait, on peut créer des transformations entre deux courbes de Bézier ou même deux chemins comprenant des morceaux de courbes de Bézier, des morceaux d'arc, des morceaux de rectangle, etc. Typiquement, c'est ce que je fais ici pour la bouche du petit bonhomme qui s'ouvre. En fait, j'ai juste défini deux positions, la bouche fermée, la bouche ouverte. Et dans mon pass, je fais animate, je dis que l'attribut que j'anime c'est D, c'est le chemin. Et dans mes valeurs, bien voilà, je précise les deux chemins vectoriels entre lesquels j'anime. Alors, évidemment, ça ne marche que ces chemins sont du même type. C'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de points de contrôle et le même type d'arc à chaque point de contrôle. Il n'y a que les coordonnées qui peuvent changer. Voilà. Mais ça, c'est très très puissant. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en CSS3, puisqu'en CSS3, on n'a pas accès aux coordonnées du chemin vectoriel avec des courbes de Bézier dedans. Ça, c'est une spécificité SVG.
D'ailleurs, pour revenir à IE10, IE10 a implémenté SVG, mais pour les animations à SVG, ils ont dit non, SMIL c'est pas bien. Alors SMIL c'est le, je sais même plus ce que ça veut dire, c'est le nom de la norme qui définit les animations SVG. Ils ont dit qu'il faut réunifier les animations CSS3 et SVG, utiliser une seule chose, qui est bien, il faut réunifier, bravo. Par contre, des possibilités d'animation qui sont spécifiques à du vectoriel, typiquement interpolées entre deux courbes de Bézier, ça c'est spécifique à du vectoriel, on ne peut pas le faire en CSS3, bah, du coup c'est pas possible sous IE10. Alors, deuxième possibilité d'animation, les animer des transformations. Donc c'est juste un autre tag d'animation qui au lieu de s'appeler animate, s'appelle animate transform. On lui dit, il y a un petit peu plus d'attributs, on lui dit cette fois le type, c'est-à-dire le type de transformation qu'on fait, est-ce que c'est une translation, une rotation, etc. Et on lui fournit à nouveau une liste de valeurs. Donc typiquement ici, pour que ma planche de surf, elle bouge dans le vent, je lui ai mis une série de translations et une série de rotations, avec des interpolations entre les deux. Et puis, petite chose supplémentaire, vous voyez l'attribut additive égale somme. Ça dit au navigateur qu'il faut ajouter ces transformations. Si on ne le met pas, il prend que la dernière. Enfin, elle se remplace. Voilà, donc là, j'ajoute des translations, des rotations, et ça me permet d'avoir une planche de surf qui se balade un petit peu comme ça dans les airs. Et, alors, peut-être le plus puissant dans SVG, il y a un dernier tag d'animation qui s'appelle Animate Motion, et qui permet d'envoyer un objet sur un chemin vectoriel. Donc je définis un chemin et je dis bah, il va suivre ce chemin. Et d'ailleurs je ne l'ai pas sur le slide, mais il y a un attribut magique dont je viens d'oublier le nom, qui permet en même temps que l'objet suit le chemin de lui dire automatiquement oriente-toi vers l'avant. C'est-à-dire comme une voiture qui suit une route, elle tourne, voilà, il y a une rotation automatique qui est appliquée pour qu'il suive la tangente au chemin à tout instant. Bon, ici, je n'en avais pas besoin, je voulais juste que les pupilles de mon surfeur tournent comme un vrai surfeur. Et donc, je l'ai envoyé sur une trajectoire elliptique. Alors, cette fois-ci, je reviens un petit peu plus longuement sur ce qu'on peut faire pour contrôler la vitesse le long du chemin d'animation. Parce que vous voyez, ce sont des chemins prédéfinis, on est dans du déclaratif. Donc, on définit une position de départ, une position d'arrivée, on dit interpole. Par contre, à quelle vitesse est-ce qu'il va interpoler? En CSS3, je vous avais dit, il fait à peu près ce qu'il faut pour que ça fasse des animations sympas. En SVG, ce n'est pas le cas. Par défaut, les animations, elles ressemblent à ça. Voilà, elles sont linéaires. C'est-à-dire que la vitesse est constante. Ça fait un truc un peu robotique. Voilà. Et si vous faites des animations, je vous recommande très fortement de prendre des profils de vitesse. Donc c'est la courbe qui est là, la position en fonction du temps, qui sont plutôt quelque chose de comme ça, avec une petite accélération au début, une petite décélération à la fin. Ça donne des mouvements qui sont beaucoup plus plaisants à regarder. Ou alors, celle que j'avais ici, voilà, ça c'est l'autre extrême, c'est pas forcément plaisant, mais je veux quelque chose qui accélère très fort, parce que je veux simuler un coup ou je ne sais quoi. Donc, c'est possible en SVG. En fait, on peut définir, via des splines, c'est-à-dire des courbes de Bézier, le profil de la vitesse d'animation. Alors, juste pour... non, c'est pas compliqué. Juste pour vous expliquer le graphique, on considère que ce graphique, c'est la position en fonction du temps. Vous dessinez, même à la main, ce que vous avez envie de voir comme profil de vitesse. Et ensuite, pour rentrer les paramètres dans l'attribut, on considère que ce graphique, c'est dans un carré 0, 0, 1, 1, que la courbe part de 0, 0, arrive en 1, 1, toujours, donc c'est pas la peine de mettre les coordonnées 0, 0 et 1, 1 dans les paramètres parce qu'ils sont constants ceux-là. Donc les seuls deux paramètres dont vous avez besoin, eh bien, c'est les extrémités des deux vecteurs tangents. D'accord? 2 points, 4 valeurs. Si vous regardez bien dans mes key splines ici, eh bien j'ai 4 valeurs, point virgule, 4 autres valeurs. Eh bien ces 4 valeurs, c'est une courbe, et après le point virgule, eh bien c'est une autre courbe parce que j'ai une autre phase de mon animation. Voilà. Alors, en SVG, on a aussi un contrôle. Il y a une API JavaScript pour avoir le contrôle de l'animation. Donc, typiquement, play, pause, rewind.
Voilà, ça existe également. Et c'est des fonctions qu'on appelle sur l'objet SVG lui-même. Donc on fait un getElementById SVG et dessus, on peut appeler pause, unpause et setCurrentTime à 0, etc. Donc voilà pour SVG. Alors regardons un peu, voilà, bon, ça c'est un petit résumé, donc les primitives, les tags d'animation et puis le contrôle en JavaScript. Il y a un peu plus de choses que ça en SVG, mais là vous avez au moins une première base. Alors regardons un peu où est-ce qu'on est arrivé. Je vous avais promis 4 technologies, on a fait les 2 premières, CSS3 et SVG. Les 2 sont des technos programmatiques. On écrit des tags, on écrit des propriétés CSS, on n'écrit pas de JavaScript. Alors où est-ce que ça devient limitant? C'est lorsque notre animation, elle dépend de facteurs qui ne sont pas prévus au moment de la programmation. Typiquement, dans un jeu, eh bien, l'input de l'utilisateur va changer l'animation. Typiquement, si on utilise un moteur physique, par exemple, quelque chose qui, avec des équations, prédit les positions des objets, eh bien, ces moteurs-là les prédisent frame par frame. Donc, à chaque fois, vous devez appeler le moteur à avoir les nouvelles positions et réafficher aux nouvelles positions. Si on a besoin de ce contrôle frame par frame, on passe à des techniques qui sont programmatiques. Et là, la technique s'appelle Canvas. En 2D, c'est le Canvas 2D, le Canvas d'HTML5 qu'on connaît. Et en 3D, c'est le Canvas 3D qu'on appelle aussi WebGL. Bien, allons-y. Rentrons dans le Canvas. Donc, exemple ici, j'ai effectivement un moteur physique derrière cette petite démo qui me calcule les positions des objets en simulant la gravité, les chocs entre les objets, etc. Là, j'ai besoin d'un accès programmatique à chaque frame, puisque mon moteur physique, à chaque frame, me dit les objets sont là, et mon boulot de moi qui programme l'animation, eh bien, c'est de les placer là où elles doivent être. L'API pour ça, en HTML5, s'appelle Canvas. Et oui, je voulais juste vous préciser que le moteur que j'utilise ici s'appelle Box2D. Box2dweb.js, c'est dispo sur Internet, c'est très facile d'utilisation. Alors, le Canvas, pour le mettre en place, le tag s'appelle Canvas. Ça, c'est simple. Après, on met sa taille. Ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a 2 façons de mettre la taille. Il y a width et height et il y a style égale width et height. Alors je dis que c'est compliqué parce que d'une part il y a 2 façons, deuxièmement elles ne font pas la même chose, et troisièmement c'est tellement mal fait que si on ne met pas les mêmes valeurs ça fait n'importe quoi. Bon, alors en fait, width et height c'est la taille de l'espace de coordonnées que vous définissez. Donc si je mets width height 400-400, ça veut dire que les ordres graphiques, quand je vais dire place-moi un objet en 400-400, eh bien il sera voilà, tout là-haut. Style width height, c'est la taille telle que ça apparaît à l'écran. Et là où c'est malheureusement mal fait, moi j'ai pensé naïvement, eh bien, par exemple, mon moteur Box2D, il est numériquement stable entre 0 et 1, à la limite entre moins 10 et 10. Bon, stabilité numérique, si ça ne parle pas à tout le monde, enfin bref, si vous lui donnez des coordonnées en milliards, les calculs ne sont pas précis, ça fait n'importe quoi. Donc je m'étais dit, bah voilà, je vais faire width height moins 10, et puis à l'écran je mets tant, comme c'est du vectoriel, ça va tout se resizer, c'est génial. Bon, en fait non. Tel que c'est implémenté aujourd'hui, et c'est malheureux, il fait le rendu entre moins 10 et 10, et puis ensuite il stretch la bitmap pour la mettre à la taille. Bref. Donc, ces 2 tailles, il faut y mettre les mêmes valeurs, et ça n'a aucun intérêt d'y mettre autre chose que les mêmes valeurs. Alors, pour utiliser le canvas, on appelle sur l'élément canvas, on appelle getContext 2D, qui nous renvoie à un objet qui est le contexte graphique, et tous les appels à l'API canvas vont passer par ce contexte graphique-là. Alors dessus, on a ce contexte graphique, il est stateful, il y a de l'état dedans. Et il y a 3 types d'états. Le premier, c'est le type de tracé, donc la couleur du trait, l'épaisseur du trait, etc. Celui-là, si vous voulez le resetter, ben en fait, on ne peut pas vraiment le resetter. Par contre, il y a des fonctions save et restore qui permettent de le sauvegarder et de restaurer sans les changements que vous venez de faire. Il y a un deuxième type d'état qui est le chemin que vous décrivez. Alors pour dessiner en canvas, la procédure est un peu particulière. On fait des appels à des primitives de dessin.
move to, line to, rectangle, cercle, etc. Ça n'affiche rien. Ça crée simplement un chemin en mémoire. Et une fois qu'on a fini ça, eh bien, on fait un appel à soit stroke, soit fill, soit les deux, qui dessine ou dessine et remplit, ou juste remplit, enfin voilà, la forme que vous avez en mémoire. Ça, c'est la façon de faire du dessin en Canvas. Et évidemment, si vous voulez effacer cet état en mémoire, l'appel s'appelle begin pass. Voilà, c'est à ça que sert begin pass, c'est vire-moi tout ce que tu as déjà comme chemin en mémoire. Et puis, il y a un troisième type d'état qui est stocké dans ce contexte, c'est les transformations géométriques. On peut afficher des images. Alors, moi, naïvement, j'ai pensé, on peut afficher des images, c'est génial. Est-ce qu'on peut afficher du SVG, bidouille, bidouille, bidouille? Oui, on peut afficher du SVG, c'est génial. Parce que moi, j'ai envie de faire mes sprites en SVG. Le petit bonhomme, là, sur son surf, le code en Canvas statique, hein, c'est un petit bonhomme statique, il ne bouge pas. Le code en Canvas pour le dessiner, c'est un peu long. Je préfère le dessiner en SVG. Donc j'ai testé, le code il est là, c'est un peu compliqué, il faut que le SVG soit inline, il faut y accéder via la blob, la DOM URL, enfin bref, ça marche. Mais malheureusement, c'est pas une si bonne idée que ça parce qu'il n'y a que sous Chrome où que ça marche comme ça devrait, c'est-à-dire ce SVG qu'on a affiché dans Canvas, si on zoome dessus, il est effectivement parfait comme un dessin vectoriel devrait l'être. Dans Canvas ça marche, dans Firefox, à l'intérieur de ma loupe, j'ai des pixels énormes dégoûtants. Donc, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, les sprites SVG dans du Canvas, c'est pas encore, enfin, ça marche que sur certains navigateurs, c'est pas encore terrible. Alors, les transformations. Voilà, il y a des transformations aussi. Ce sont des transformations qu'on appelle sur le contexte. Et donc, il y a les translations, les rotations, etc. Et comme je vous ai promis que tout ça, c'est interactif, parce que c'est le but, ben voilà, je vous montre que je peux interagir avec mes petits bonhommes. Je peux aller les embêter, et c'est calculé image par image, donc ça marche. Petit point de méthode pour ne pas se planter dans les transformations, parce que, enfin moi je comprends jamais, c'est des transformations qu'on applique au repère, et ensuite on dessine dans un repère qui est transformé. Moi, je m'y perds toujours. Alors, quelqu'un m'a donné le truc. C'est, j'imagine que voilà, j'ai une fonction qui me dessine mon petit bonhomme. Alors, elle me le dessine avec un 0,0 quelque part là derrière la tête. Mais moi, mon petit bonhomme, je l'ai besoin dans un autre endroit et tourné. Donc, pour faire ça, mon petit bonhomme, il faut que je le translate pour que le centre de rotation soit bien au centre du bonhomme. Ensuite, je le zoome et je le tourne comme je veux. Et ensuite, je lui donne une autre translation pour le mettre là où je le veux. Ça, c'est ce que je fais dans ma tête. Et le code que j'écris en Canvas, c'est exactement l'inverse. Voilà, je déroule dans l'autre sens. Ne me demandez pas pourquoi, ça marche. Et je vois qu'il y en a qui essaient de comprendre. Moi aussi j'ai essayé, puis j'ai abandonné. Ça marche, ça fait ce que je veux, et j'ai pas besoin de réfléchir, j'adore. Voilà, et puis, alors le plus important, depuis le début je dis frame by frame, comment on fait? On met, pour avoir une animation, donc Canvas permet de dessiner chaque image. Pour que ce soit une animation, il faut mettre ces images successives dans une boucle d'animation. Et pour faire des boucles d'animation, dans les navigateurs modernes, on a maintenant une fonction spéciale boucle d'animation qui s'appelle Request Animation Frame, que je vous recommande absolument d'utiliser. Donc une boucle d'animation, c'est fait comme ça, Run Animation. Quand je l'appelle, ça lance la boucle. Dedans, je fais mon dessin. Je fais tout mon dessin, et à la fin de la boucle, j'appelle Request Animation Frame, je passe en callback ma fonction elle-même, et ça dit au navigateur, rappelle-moi plus tard quand tu penseras qu'il est pertinent de dessiner une nouvelle frame d'animation. Ce qui est très puissant là-dedans, c'est qu'on délègue le contrôle de la vitesse d'animation au navigateur qui est le seul qui sait effectivement à quelle vitesse il faut animer. Donc, si vous êtes en train de regarder la page, le tab est en foreground, il va animer à 60 frames secondes. Si vous cachez le tab, il va animer à 0 frames secondes. Et c'est encore plus important sur mobile. Tout ça, ça marche sur mobile, évidemment, parce que sur mobile, si l'utilisateur n'est pas en train de regarder votre animation, mais le navigateur est quand même en train d'essayer de la faire tourner à 60 frames secondes, eh bien vous allez pomper la batterie, quelque chose de monstrueux. Donc voilà, ça, très recommandé, utilisez Request Animation Frame plutôt que de faire votre propre boucle avec des timers. Et ici, puisque j'ai aussi un moteur physique,
donc qui me calcule les différentes positions de mes objets en fonction de la gravité, de leur choc, etc. Eh bien, ce moteur physique, je le mets dans une autre boucle qui est l'animation du monde physique, qui, elle, cette fois-ci, tourne à une vitesse constante de 60 calculs par seconde. Il n'y a pas de raison que la vitesse de chute des objets change parce que j'affiche plus ou moins vite, hein. Et qui, elle, me fait un world.step, c'est-à-dire step dans ce moteur dit calcule-moi quelles sont les positions des objets un 60e de seconde plus tard. Donc c'est ces deux boucles qui sont complètement décorrélées. Il y en a une qui calcule les positions et l'autre, toutes les ntièmes de seconde, elle calcule où est-ce elle affiche les objets, pardon. Voilà, Canvas. Mais Canvas, c'est que en 2D. Moi, j'ai envie de faire de la 3D. J'ai envie de plonger dans un univers graphique riche, comme ici, de me balader, de voler. Je vais essayer de ne pas cracher. D'habitude, je me vautre misérablement quand je fais cette démo parce que forcément, je ne suis pas un pilote. Voilà, là, je charge des objets. Alors, vous reconnaissez les modèles, j'imagine. Voilà. Donc voilà, ça, c'est ce que me permet WebGL. Et ça y est, je suis perdu. Oh, au secours. C'est ce que me permet WebGL, qui est une sorte de canvas. Donc, on avait vu tout à l'heure getContext. Si on fait getContext au lieu de 2D, on passe l'argument WebGL. On récupère un contexte 3D. WebGL, c'est expose au niveau du navigateur une API OpenGL. Et moi, je ne suis pas assez intelligent pour coder du OpenGL bas niveau. Donc, heureusement, il y a des implémentations plus haut niveau, notamment Sri.js, qui permettent de coder à un niveau d'abstraction, disons, beaucoup plus accessible. Alors, quand on fait de la 3D via Sri.js, bon, c'est de la 3D. Donc il nous faut une caméra, il nous faut des lumières et il nous faut un objet. Bon, au début, un petit morceau de glue code pour créer le moteur. Ça, c'est simplement New WebGL Renderer. Et bon, ça, c'est une particularité de WebGL. WebGL crée l'objet Canvas. Donc vous avez juste à ajouter ce qui s'appelle la renderer.DOM-element. Vous le mettez quelque part dans votre DOM. En fait, ça, c'est l'objet Canvas. C'est l'initialisation de WebGL qu'il a créé. Enfin, l'initialisation de Sri.js qu'il a créé. Bref, c'est du glue code. Le code intéressant, c'est je crée une caméra. Je dis, voilà, je crée une caméra et je la positionne quelque part. Ici, je l'ai mis à 300 pixels sur l'axe Z, c'est-à-dire mon écran est là. Je l'ai mise ici, ma caméra, pour regarder la scène. Ensuite, je crée une lumière. Il y a différents types de lumière disponibles dans Sri.js. Là, j'ai pris la plus simple, Directional Light. C'est juste un vecteur qui dit la lumière arrive dans ce sens-là avec une intensité. Ensuite, il me faut quelque chose à afficher. Alors, on va afficher un cube. Hein, toutes les démos de 3D affichent un cube. On va faire comme tout le monde, on va afficher un cube. Les objets en Sri s'appellent des meshes. Voilà, et c'est-à-dire c'est un nuage de points 3D. Et un mesh est défini par, d'une part, une géométrie et d'autre part, un matériau. Donc ici, je crée mon mesh avec une géométrie de cube. Cube géométrie, sens en sens, c'est la taille. Oui, ça permet aussi de faire des parallélépipèdes de cube géométrie. Et je lui rajoute un matériau qui est ici une texture avec une texture map de point texture que j'ai chargée avant. Mon matériau s'appelle Lambert. Il ne faut pas avoir peur. Monsieur Lambert, ce qu'il a inventé, en fait, c'est le modèle d'illumination le plus simple. C'est-à-dire que quand la lumière arrive directement, c'est illumination maximum, et quand elle est rasante, c'est illumination minimum. Voilà, ça c'est très simple, mais ça s'appelle le modèle d'illumination de Lambert. Et je crée une scène. Dans ma scène, j'ajoute mes objets, mes lumières, et je lance. Et voilà, j'ai mon cube qui est texturé, qui est illuminé, et vous voyez l'illumination de Lambert. Donc parfois les faces sont sombres parce que la lumière est rasante, et parfois la lumière tombe dessus directement, donc elles sont claires. Bon, bien entendu, je vous ai encore un tout petit peu menti. Si je fais renderer.render de scène et caméra, ça rend une frame. D'accord ? Pour que ça en rende plusieurs, eh bien là on l'a déjà vu, on crée une boucle d'animation en utilisant request animation frame.
Bon, une chose à savoir, c'est que dans la spec de Request Animation Frame, la callback qu'on passe, elle a déjà un paramètre qui est le temps. Si elle l'a pas, vous faites get date time, enfin bref, c'est super simple, mais par défaut, elle a le temps. Donc ce que je fais ici, c'est que en fonction du temps, je change la position de mon cube. Cube.rotation XYZ, c'est en fait les trois angles de rotation dans le framework 3.js. Je change sa rotation en fonction du temps et à chaque fois, j'appelle render. Et voilà, j'ai mon cube qui tourne. Donc c'est aussi simple que ça. Je crée le moteur. Alors, pardon, je l'ai ici, voilà. Je crée le moteur, j'ajoute une caméra, j'ajoute une lumière, j'ajoute des objets, je mets tout ça dans la scène, je lance la boucle d'animation. Alors maintenant, vous allez me demander, oui, mais je veux autre chose qu'un cube, et puis mon autre chose, je ne veux pas le faire à la main en code, je veux utiliser un modeler 3D, typiquement SketchUp, pour le faire. Mais heureusement, 3.js implémente différents formats d'échange de données 3D. Un que j'ai utilisé ici, alors à chaque fois que je le montre, les gens qui font de la vraie 3D, ils me disent que j'essaie de trouver le terme qui est politiquement correct. Enfin bref, que je suis un idiot, que c'est pas celui-là qu'il faut utiliser, mais ça s'appelle Collada, c'est un format d'échange, il est supporté par beaucoup d'outils. Pourquoi ils me disent de ne pas l'utiliser? Parce que c'est un format XML qui est très lourd, donc si c'est pour charger des modèles sur le web, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Bref, il en supporte d'autres. Pour charger un modèle, eh bien, Sri a un Collada loader, ou bien un XYZ loader pour les autres formats, et la syntaxe est très simple, c'est .load, le nom du fichier, et une callback qui est appelée quand il a fini de charger. Et dans cette callback, eh bien, je crée collada.scène, ça c'est mon objet au sens Sri.js que je mets dans une scène, et d'ailleurs j'ai accès aussi à sa position, sa rotation, donc je peux le placer comme je veux. Donc chargeons un modèle, voilà, j'ai chargé un modèle. Et puisque j'avais des modèles rigolos sous la main, bah voilà, je me suis fait une page qui charge différents modèles en cliquant sur les petits boutons. Alors, la page elle-même, c'est des CSS 3D pour la faire basculer, mais le modèle qui s'affiche, ça c'est du WebGL qui tourne. Alors, non, avant de terminer, il y a encore un point, c'est que, alors je ne sais pas combien de gens ici, c'est une petite démo, combien de gens ici sont familiers avec la 3D, mais il y a des techniques 3D classiques qui passent aujourd'hui par des shaders, et les shaders, c'est un petit peu compliqué à coder. Et il y a une particularité dans WebGL, c'est-à-dire qu'ils ont pris un sous-ensemble d'OpenGL, et dans ce sous-ensemble-là, il n'y a pas ce qu'on appelle un default render path. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un objet et lui dire « affiche-moi cet objet, je m'en fous comment, mets-moi des trucs par défaut, affiche-le ». Pour qu'un pixel s'affiche à l'écran, il faut écrire des shaders. Il n'y a pas le choix. Et ce qui est génial, c'est que Sri.js, ils l'ont fait pour vous. Donc, ils ont fait tous les shaders classiques. Donc, illumination de Lambert, illumination de Phong, texture avec placement, bump mapping, etc., etc. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, ça c'est un objet texturé. Alors, une texture, c'est moins simple que ce qui paraît, parce que la texture, c'est non seulement la couleur de chaque pixel, c'est aussi une deuxième texture qui dit à quel endroit est-ce que cette couleur apparaît. Voilà, ici, en changeant des paramètres, je pourrais décaler ces textures sur le cube. Donc, en fait, il y a deux textures là. Il y a une texture de position et une texture de couleur. Mon petit modèle d'Android avec une illumination, cette fois, Lambert. Je crois que là, j'ai mis du Phong, mais ça se voit pas trop. Le même modèle texturé. Le même modèle texturé avec une texture, ce qu'on appelle normal map. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure, l'illumination, ça dépend de l'orientation d'une facette, c'est-à-dire du vecteur orthogonal à la facette. Et une technique de triche très courante, c'est qu'on fait une texture qui, en fait, localement, modifie ce vecteur orthogonal pour simuler que la surface n'est pas plane. Alors évidemment, c'est que les effets de lumière qui vont faire qu'elle va avoir l'air pas plane. Sur la tranche, vous voyez, elle est parfaitement plane, parce que j'altère juste, via une texture, la normale à cette surface. Le bump mapping.
Là, je file une texture qui apparaît comme du relief. Donc les données de cette texture qui seront du noir et blanc sont interprétées comme des données de profondeur, de petites modifications de profondeur locale. Le environment mapping, ma technique de triche préférée. Ce qui est génial en 3D et en graphisme 3D, c'est que c'est pas de la science, hein, c'est pas des modèles scientifiques de comment la lumière. Si un effet est sympa, on le fait, même si c'est de la triche. La triche fabuleuse, comment on fait semblant que cet objet est réfléchissant? Eh bien, on l'enferme dans un cube. Ce cube, il a des textures sur chaque face, et puis on calcule les réflexions de cette texture cubique sur l'objet. Donc là, vous avez l'impression qu'il est réfléchissant, mais évidemment, il ne réfléchit. S'il était vraiment réfléchissant, vous verriez dedans. Il réfléchirait l'audience ici. Ou, cas moins extrême, il réfléchirait le monde 3D qu'il y a autour. Là, il réfléchit juste une texture fixe. C'est pour faire semblant, mais c'est rigolo. Le message que je voulais faire passer, c'est que toutes ces techniques qui font appel à des shaders un peu sophistiqués, c'est déjà codé dans 3JS. Pour faire cette démo, tout ce que j'ai fait, j'ai passé des paramètres à des fonctions. J'ai passé les bonnes textures à la bonne fonction. Et les fonctions, c'est la fonction qu'on a vue tout à l'heure, c'est create material. C'est je crée un matériau de tel type, un matériau avec un environment mapping, un matériau tel autre type, etc. C'est déjà codé dans 3JS, c'est quelques lignes pour l'activer sur une page web sans aucun plugin, puisque c'est du WebGL, c'est built-in dans le navigateur. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour complet. Programmatique, CSS3, très puissant, très simple, limité par les possibilités de dessin. Si vous êtes limité par ça, SVG, dessin vectoriel beaucoup plus puissant avec ses propres fonctionnalités d'animation. Si vous êtes limité par le côté programmatique, déclaratif, vous avez besoin de calculer l'animation image par image, passez en programmatique. Programmatique 2D, Canvas. Programmatique 3D, WebGL. Je vous avais promis une page de publicité, tout ça tourne dans Chrome et dans Firefox. Chrome, le navigateur rapide et sécurisé. Et pour terminer, donc vous pouvez me retrouver sur Google+, je poste souvent des trucs là-dessus et sur d'autres technos Google. Plus important, si vous voulez retrouver cette présentation, voilà l'URL, animate your HTML5, .appspot.com, appspot c'est les URL App Engine. Il y a non seulement la présentation, il y a 3 ateliers aussi, c'est des ateliers de 2 heures que vous pouvez refaire chez vous ou en groupe, qui initient à CSS3, qui initient à Canvas plus Box 2D et qui initient à WebGL. Ils sont rigolos et ce que je vous montrais là, c'est sorti de l'atelier de 2 heures. Donc normalement en 1h30 vous avez ça et vous avez compris comment ça marche. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai tenu dans les délais, j'ai 2 minutes, donc voilà 2 minutes de questions. Merci. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ça n'a pas l'air de marcher. Oui. J'ai une petite question. Sur la plupart de vos exemples, vous avez mis des tags WebKit. Oui. Et justement, on est un peu dans la tendance où il y a des gens qui se plaignent de ça. Oui. Alors, les préfixes. Donc, ça, c'est un accord dans l'industrie. Tant que c'est pas standardisé, vous mettez des préfixes. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Et la standardisation prend du temps. Donc, tant que tous ces formats, toutes ces specs ne sont pas ratifiés, il y aura des préfixes. Chaque constructeur a son préfixe. Donc, il y a WebKit pour Safari et Chrome. Il y a Moz pour Mozilla. Il y a IE. Il y a Opera, ça vient de changer. Et on est obligé de les mettre. C'est embêtant. On est tous d'accord. Alors, 2 solutions. Celle que moi j'utilise s'appelle prefixfree.js. C'est un JS. Il fait, je comprends pas comment ça marche. Ça fait de la magie. On met sans préfixe et ça préfixe. Ça préfixe côté client. Donc ça c'est bien parce que c'est toujours le même code qui est poussé vers tous les clients. Ça préfixe côté client et donc voilà, c'est utile. Bon, j'ai quelques petits soucis avec parce que ça fait quand même ça load quand même tout mon JavaScript et ça parse tout et tous mes CSS, etc. avant de. Donc bon, à vous de tester. Il y a une deuxième solution qui est, ça y est, j'ai oublié. Enfin, il y a des compilateurs CSS qui
qui ajoute énormément de fonctionnalités au CSS. Comment SAS? Oui, c'est ça que je voulais dire. SAS notamment. Et l'une des fonctionnalités qu'ils ajoutent, c'est qu'ils rajoutent les préfixes. Donc, soit préfixe free, soit SAS, mais oui, s'il vous plaît, libérez-vous de l'horreur des préfixes constructeurs. Oui? Non, pas d'autres questions. Je suis désolé, time's up. Merci beaucoup.